Salam alaikum, salam alaikum, Azul Filawen. J'espère que vous vous portez bien. Donc la gestion des ressources humaines n'est pas un secteur économique en soi, mais elle est une fonction transversale dont toutes les entreprises ont vraiment besoin. Gérer les relations sociales, manager les RH, valoriser les carrières, recruter de bons profils sont des facteurs déterminants pour la réussite et la pérennité d'une entreprise. Et donc, ça demande des compétences professionnelles et humaines solides. Donc, pour parler des métiers des ressources humaines, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Madame Selma Boualit, qui est justement directrice des études au niveau de l'ESA. Marhaba bik, Selma, et bienvenue à ce webinaire. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Bonjour à tous, merci beaucoup Yasmine, très ravie d'être aujourd'hui avec vous. Donc voilà, c'est Mademoiselle Selma Boualit, je suis directrice du pôle Executive Education à l'ESA et DRH par intérim. Voilà, donc comme vous l'avez si bien présenté, donc nous parlerons des métiers de la fonction RH aujourd'hui, franchement qui est au cœur de toute entreprise. Nous allons afficher le programme s'il te plaît. Avec plaisir. Yes. Voilà. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Ça s'affiche chez vous, Selma? Oui, oui, ça s'affiche bien. C'est très bien. Parfait. Donc, on affiche le programme? Oui. Alors, pour parler de la fonction RH aujourd'hui, donc un petit sommaire, une petite introduction. Nous allons parler de la structure de la fonction RH, donc ses organes, des métiers d'administration, des métiers du développement également. Nous parlerons des conditions requises, des prérequis pour les postes RH. Et aussi de la modernisation de l'activité RH, le IRH, on va dire c'est quoi. Et ensuite, ouverture à vos questions. Donc, débat et clôture. Voilà. J'espère qu'on passera un moment instructif, des échanges fructueux et que, voilà, Inch'Allah. On n'en doute pas, Selma. On n'en doute pas. Donc là, j'invite nos participants à préparer d'ores et déjà leurs questions sur la partie chat et sur la partie questions. Et nous y répondrons comme énoncé sur le sommaire à la fin de l'intervention de Madame Selma Boualit. Très bien. Voilà. On commence? On commence. Bismillah. D'accord. Alors, c'est quoi la fonction RH et son rôle? Donc, la fonction ressources humaines est une fonction névralgique. Elle est essentielle et indispensable pour toute entreprise et cela, quel que soit son domaine d'activité. La fonction RH, elle recouvre de nombreux domaines, donc allant de l'administration du personnel jusqu'à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est la GPEC. Et au fait, c'est de là d'où la diversité des métiers se rattachant donc à cette fonction. Nous allons découvrir, bien sûr, ces métiers-là dans la structure, de la fonction RH. Très bien. Voilà. On schématise un petit peu, c'est un organigramme qui schématise donc les activités de la fonction RH. Nous avons tout en haut ici donc la direction ressources humaines, c'est le pilotage. Voilà. Et au fait, rattaché à ce pôle-là, donc à la direction des ressources humaines, au fait, deux pôles. On va parler donc de l'administration et du développement. Et nous avons aussi donc deux activités qui sont rattachées à la direction des ressources humaines. Nous avons le reporting, donc RH, et la communication interne, qui vont avoir un rôle donc de remonter l'information des deux pôles vers la direction. Commençons par l'administration. Au cœur de l'administration, nous avons ces activités-là. Donc, nous avons 4 activités. Nous avons la gestion du personnel, nous avons la gestion du temps, nous avons l'élaboration, bien sûr, de la paye et les relations sociales. Et de ce côté-là, donc du développement RH, nous aurons donc le recrutement et mobilité, nous avons la formation et le développement des compétences, nous avons la rémunération et les avantages sociaux et la gestion des talents. Ça, c'est le développement moderne. Et nous avons, au fait,
en parlant de la taille d'une entreprise, vous allez découvrir qu'il y a des entreprises, on va trouver, par exemple, dans des entreprises, des postes jumelés. On va regrouper parfois des activités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une entreprise a une petite taille, on a un effectif réduit, vous allez trouver, par exemple, un poste qui va faire, par exemple, côté de l'administration, vous allez avoir la gestion du personnel, par exemple, avec la gestion du temps. Vous allez avoir aussi un responsable, un chargé de paie qui va faire également les relations sociales. Voilà. Du côté du développement, vous allez avoir des postes qui sont un responsable formation et recrutement, par exemple, ou un responsable, par exemple, recrutement et gestion des talents. Donc, tout dépend au fait de la taille de l'entreprise. Contrairement à des petites entreprises, vous allez avoir parfois des services ou des départements. Contrairement, quand la taille d'entreprise est vraiment relativement grande, l'effectif est important, on va par contre trouver des services ou des départements. Donc, tout un département ou tout un service qui va s'occuper, par exemple, un département formation, un service gestion du personnel, etc. Voilà. On va détailler les métiers et on va découvrir, au fait, les métiers de ces activités. On commence, le suivant, donc on commence par les métiers de l'administration. Alors, qui a accès, par exemple, déjà, bon, on reprend bien sûr, nous avons ici donc l'administration RH avec ses 4 activités. Donc, qui a accès au poste? C'est quoi le profil, au fait, de l'administrateur RH? Il peut être, donc vous allez faire face à des annonces, hein, RRH, donc un responsable ressources humaines, un gestionnaire ressources humaines, un business partner. Donc, c'est les nouvelles appellations, et parfois anglo-saxonnes. Donc, après, nous avons donc la gestion du personnel, la gestion du temps, la paix et relations sociales. Donc, la gestion du personnel, ce métier-là, qu'est-ce qu'on va faire dans cette activité? On va s'occuper des contrats du personnel, catégorie. Nous allons aussi s'occuper donc des dossiers administratifs du personnel qui doivent être conformes, tenus toujours à jour, et aussi de la discipline. Donc, bien sûr, tout ce qui est en relation avec la discipline, le règlement intérieur, l'application, les notes, communiquer les notes de la direction, etc. La gestion du temps, c'est plutôt, on est dans la gestion des présences-absences. On est un élément d'entrée aussi pour le chargé de paye. Donc là, on gère donc un pointage, on gère donc les arrêts de travail, les absences justifiées, non justifiées, etc. Et selon la taille de l'entreprise, ça peut être une activité réduite, donc jumelée, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça peut être énorme. Quand on a un effectif quand même important, c'est une activité à part entière. Voilà. Donc, bien sûr, le chargé de paye également, ça va de soi, donc c'est l'élaboration de la paie du personnel. Les relations sociales, généralement, c'est le correspondant social, donc il travaille en étroite collaboration avec le chargé de paie. Et donc c'est une relation avec CNAS, etc. Et aussi, dans certaines entreprises qui ont un syndicat ou un CP, donc le comité participatif, excusez-moi, on va faire de la gestion des œuvres sociales. Voilà, donc on est dans les avantages sociaux. Donc, quelles sont les appellations de ces postes-là quand on recrute des personnes? Donc, très souvent, c'est des appellations communes. Nous avons soit des chargés administration RH, ça peut être aussi des cadres RH, un coordinateur RH, pour la paye, c'est le chargé de paye, et le correspondant social. Et dans certains cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir même un chef de service ou un chef de département dans certaines entreprises d'une très grande taille. Voilà. En parallèle, ils sont assistés donc par on appelle ça des assistants polyvalents. Au fait, communément appelés les agents RH ou un agent polyvalent RH, mais plus valorisant, on les appelle des assistants polyvalents. Voilà, donc ça pour la partie. Bien sûr, puisqu'on est ici déjà sur les métiers de l'administration, on peut parler déjà de l'évolution transversale et verticale. La verticale, bien sûr, qui est la promotion, l'évolution en elle-même. Donc, l'évolution, elle peut être interne au sein de la structure. Nous avons ici, par exemple, au niveau de la gestion du personnel, c'est quelqu'un qui peut accéder au poste donc, de l'administration RH.
avec expérience, etc. Donc, c'est un poste évolutif vers l'administration ressources humaines. Vous avez les autres postes comme ici, les relations sociales, la paie, la gestion du temps. C'est des postes évolutifs qui vont vers la gestion du personnel, qui est bien sûr plus large, on va dire. Et qui vont avoir dans un second niveau, ils peuvent aspirer vers l'administration RH, bien sûr, selon leurs compétences. Voilà. Très bien. Donc, on passe à la slide suivante. Oui. Alors, les métiers du développement. Tout comme les autres, donc un manager développement RH, je reviens toujours à la taille de l'entreprise parce qu'on peut même trouver un directeur développement RH, comme on peut trouver un manager, un responsable ou un business partner. Tout dépend donc de la taille de l'entreprise et de ses projets aussi de développement, son effectif, etc. et son domaine. Donc, quelles sont les appellations pour, par exemple, donc, on commence par l'activité recrutement et mobilité. Il y a beaucoup d'appellations maintenant anglo-saxonnes qui rentrent. Donc, on peut avoir un talent acquisition manager, un headhunter, un responsable recrutement, un chargé ou un coordinateur quand c'est un nouveau junior. Bien sûr, Yasmine est là, donc elle va aussi apporter, on est vraiment dans le domaine. Voilà, des annonces et des recrutements. Donc voilà, dans un second, donc un niveau junior, on va avoir des chargés et des coordinateurs qui vont soutenir le manager. Pour la formation et le développement des compétences, nous avons training manager, responsable formation, chargé également, coordinateur. Tout dépend aussi toujours de la taille de l'entreprise. Ça peut être une petite entreprise, donc on va avoir un coordinateur ou un chargé. Si l'entreprise est à une taille plus importante, nous allons avoir donc carrément des managers de structure. Donc, rémunération et avantages sociaux. Nous allons avoir donc ce qu'on appelle le Compensation and Benefit Manager, le C&B Manager. On va avoir un responsable de rémunération, c'est toujours les mêmes appellations, et aussi toujours chargé, coordinateur qui vont soutenir le manager ou qui vont être donc chargés de cette activité-là quand elle est dans une petite entité. La gestion des talents, nous allons avoir un Talent Development Manager, voilà, un responsable gestion des talents, toujours chargé, coordinateur. Et on va appuyer, au fait, ces managers-là par ce qu'on appelle des chefs de projet RH. Certaines entreprises, c'est carrément, on recrute des chargés de projet qui vont avoir des missions particulières pour aider donc, dans l'un des départements, dans l'un des services, l'une des activités donc, du développement. Toujours dans la mobilité, ici aussi, on va parler de la mobilité, donc elle peut être transversale et verticale. Au fait, transversale, ça veut dire qu'on est toujours au même niveau. Donc, c'est plutôt un changement de poste. Il n'y a pas au fait de changement de rémunération parce qu'on est toujours au même niveau, mais au fait, on va changer d'activité. Si on est intéressé, on peut avoir un responsable recrutement qui va vouloir faire plutôt de la formation et de développement compétences. Donc, c'est une évolution, c'est une plutôt mobilité transversale. Pour la mobilité donc verticale, comme on l'a toujours dit, c'est l'évolution. Donc, c'est la promotion. Et là, il y a bien sûr, ils sont à parts égales à ces postes-là. Vers le poste, ils vont aspirer, donc ils aspirent à devenir directeur ou responsable du développement RH. Voilà. Ceci pour la mobilité et pour l'évolution. Ensuite, on va parler un petit peu des conditions d'accès. Au fait, je voudrais juste attirer votre attention sur un point. Là, on va parler vraiment sommairement des conditions, on va dire, du niveau académique. Mais je vais parler des 3 points essentiels qui sont vraiment qui englobent ces conditions au poste. Si on parle de l'administration, on va avoir, par exemple, un niveau requis d'un bac, d'un TS en RH et gestion comptabilité, plutôt gestion comptabilité. Ça peut être des diplômes professionnels, donc c'est un DESS ou un DES dans les RH, etc. Toujours un bac plus 4 ou une licence quand il s'agit d'occuper le poste du manager, administration. Et bien sûr, toujours un bac plus 1, plus 2, plus 3, voilà. Et en général, on rajoute toujours à ces conditions, bien sûr, c'est le niveau bien sûr académique, et ensuite ce qui compte derrière, on va avoir, est-ce qu'on a besoin d'une expérience professionnelle ou pas? Certaines entreprises dans les annonces vont l'imposer si on a besoin que quelqu'un soit opérationnel immédiatement à ce poste, et parfois on prend un novice, donc des gens qui n'ont pas d'expérience.
Pourquoi? Parce que le manager est apte à coacher et à former la personne directement au poste. Et donc, très bien. Justement, j'aurais peut-être une question. Là, comme vous l'avez expliqué, c'est des prérequis académiques, techniques. Qu'en est-il des autres compétences qu'on rechercherait éventuellement chez une personne qui travaillerait dans l'administration RH? au fait, lors de l'entretien, on doit très souvent voir le savoir, vraiment remarquer le savoir-être de la personne. Une personne, par exemple, patiente, discrète, parce qu'on est vraiment dans la relation humaine. Hein. Donc, il faut vraiment on va traiter des cas, on va être au contact humain hein, de nos collaborateurs, des salariés, donc de l'entreprise. Donc, une personne qui est plutôt posée, une personne aussi, bien sûr, sociable, qui est dans l'interaction. Voilà. On est dans la discrétion parce qu'il s'agit, c'est très, très important, des données, donc, personnelles des gens, des salariés. Donc, on est tenu donc, par la discrétion. C'est très important. Au fait, aussi, quoi d'autre c'est surtout, on se base surtout sur le relationnel. Il faut avoir une bonne communication et un excellent relationnel. C'est très important parce qu'on interagit avec toutes les autres structures. Voilà. Très, très bien. OK, très, très bien. On en parle. J'ai parlé tout à l'heure aussi de l'expérience professionnelle. Parfois, elle est exigée, parfois non. Là, je parle au fait des conditions. Je parle à la place d'un postulant. Hein. Oui, Parce oui. après, le troisième point qui est majeur, c'est le comportement, donc lors de l'entrevue. Voilà. Très bien, très bien. Avant... Donc là, oui. Là, justement, vous allez analyser en fait le langage corporel de la personne durant l'entretien. Tout à fait, tout à fait. Donc, la personne doit avoir confiance en elle, on doit savoir vendre ses compétences et aussi être convaincu. Ça, c'est vraiment très D'accord. important. Et ça fait, croyez-moi, ça fait vraiment toute la différence. Vous allez vous distinguer parce qu'à la fin, on va dire pourquoi on va choisir X et pas Y et pas l'autre. Et voilà. Donc, on va marquer notre présence et surtout, quand on veut s'appuyer sur des personnes efficaces, là, c'est vraiment la porte d'entrée. On va se dire oui. Une personne qui est dans l'initiative, qui est responsable, qui est… Voilà. Donc, tout ça, on va essayer de le déceler lors de l'entretien. Très, très bien. Très, très bien. Donc, on passe à la slide suivante, Salma. Toujours en parlant du niveau académique, hein, on va essayer de parler un petit peu du développement. C'est toujours bien sûr, nous avons le bac plus 4 licences, nous avons le master 1, le master 2, une post-graduation également. On peut avoir aussi un bac plus 5 et j'ai parlé du DESS parce que nous avons beaucoup de gens qui font une licence, par exemple, plus un diplôme professionnel comme un DESS ou un DESS. Donc, ça fait un bac plus 5. Nous avons également les ingénieurs, des postes comme pour la rémunération ou le reporting également, par exemple RH. Nous avons aussi besoin, par exemple, d'ingénieurs statisticiens, par exemple. Donc, aussi, ça fait partie des exigences, on va dire, académiques. Et bien sûr, là, je parle des niveaux qui sont très, très basiques. On parle de sociologie, psychologie, management. Très souvent, on est axé sur ça. Toujours est-il pourquoi? Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans les relations humaines, donc nous avons besoin des gens qui comprennent cela. C'est-à-dire qu'on comprend en fait l'humain et on a cette patience et on a aussi comment dire, les outils au fait. Voilà, comment dire, de la communication donc envers les autres. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Etc. Donc, voilà, on peut, en fait, sur un CV qui vous est peut-être transmis, la personne a justement toutes ces compétences communicationnelles, de compréhension, etc., mais n'a pas fait de formation en sociologie, en psychologie, etc., mais elle s'intéresse au métier des RH. Qu'est-ce qui va en fait déterminer votre choix?
de cette candidate? Est-ce que ça sera plutôt une candidate qui sera retenue? Est-ce que ça sera une candidate qui aura moins d'atouts par rapport à d'autres candidats? Eh bien, je vais vous répondre en disant que, en parlant de, bien sûr, sociologie, psychologie, management, ça, c'est vraiment les domaines de base pour recruter, mais on ne se limite pas, hein, pas du tout à ça. Pourquoi? Parce qu'on peut être face à des personnes qui ont appris sur le tas. Donc, des personnes qui ont une expérience terrain, une expérience en entreprise et qui sont aussi convaincants lors de l'entretien. Donc, ils ont appris et lors de l'entretien, ils vont se démarquer en disant, voilà, on va être face à une personne qui maîtrise, qui sait, qui connaît son sujet, qui connaît l'activité, qu'on sent qu'elle a de l'expérience, elle gère bien, ça maîtrise. Donc, au fait, c'est ça qui va nous pousser vers ce choix-là, contrairement, par exemple, à quelqu'un qui aurait pu aussi être voilà, en sociologie, en psychologie. C'est pas du tout un critère déterminant, hein, on va dire, mais plutôt d'entrée. C'est-à-dire, oui, on aimerait avoir des personnes de cela. Pourquoi? Parce que de par leur formation, ils ont appris à traiter, vous voyez, avec l'humain, on va dire. Donc, ils savent, ils ont une connaissance de ce domaine-là par leur formation. Mais les personnes qui n'ont pas ce background, ça ne veut pas dire qu'ils sont éliminés, bien au contraire, leur expérience professionnelle peut en jouer en leur faveur. Voilà. Très, très bien. Très souvent, c'est le cas, hein, je vous rassure. On se base pas sur, on se base plus sur ce qu'on maîtrise, voilà, le savoir-faire, que sur, par exemple, le niveau voilà, académique. Très, très bien. Très, très bien. Merci pour votre réponse, Selma. Je vous en prie. Voilà. Donc, on termine et ensuite on ouvre, on continue vers les questions. On va parler un petit peu de la modernisation de l'activité RH, le IRH. On en parle beaucoup ces temps-là, surtout avec voilà, la pandémie, etc. Donc, avec la pandémie, ça a accéléré la digitalisation de tout ce qui est process RH. Et on a inclus beaucoup de digital dans la gestion des ressources humaines ou dans le développement des ressources humaines. Oui, effectivement. Donc, au fait, la fonction RH a beaucoup évolué avec le temps. Donc, passant d'une fonction centrée sur la gestion administrative du personnel à une fonction mettant en évidence le bien-être des collaborateurs. Une fonction créatrice de valeur qui contribue aux objectifs stratégiques de développement de l'entreprise. Ça fait maintenant quelques années, on a vraiment décelé l'importance du capital humain dans une entreprise pour atteindre ses objectifs stratégiques. C'est-à-dire que c'est vraiment central et c'est au cœur, au fait. Donc, avoir un climat social sain, des avantages attrayants et attractifs, avoir donc un personnel, donc des salariés heureux, eh bien, on a vu que ça a un impact extraordinaire sur la productivité. Parce que quand c'est le cas contraire, c'est vraiment très négatif. On a tout de suite vu l'impact qu'il y a. Donc, d'où l'importance qu'on donne aujourd'hui, par exemple, à certains métiers qui émergent, le Chief Happiness, par exemple, Officer, donc on donne de l'importance au climat social de l'entreprise. Également, l'introduction des technologies de l'information et de la communication ont fait gagner donc, la fonction en qualité et efficacité. Et cela a eu un fort impact donc, organisationnel sur le management RH lui-même et le management de l'entreprise et son interaction avec les autres structures. Interaction parce qu'on est en mode projet, justement. Voilà. Et aussi parce qu'on est dans la relation humaine. On ne parle pas uniquement donc, gestion du personnel, mais on parle des relations humaines aujourd'hui. Très, très bien. Alors, la mise en place donc, d'un système d'information RH, le développement du IRH donc, avec le e-recrutement, le e-learning, et encore, hein, ça va encore se développer. Et le développement du management RH en contexte projet donc, vont permettre de faire émerger de nouveaux métiers. Il faut s'attendre donc aujourd'hui et demain, donc dans la fonction RH, se rapportant au domaine. Donc, on parle du marketing RH, la gestion de projet RH, la gestion du système d'information et même du bien-être au travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le climat social, donc le responsable, le Chief Happiness Officer. Le marketing RH, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne
en mode justement vente de prestations. Nous avons des clients internes. La fonction RH aujourd'hui, elle se vend en interne. Nous avons besoin de vraiment vendre nos prestations auprès de nos clients internes qui sont les autres structures de l'entreprise. Voilà. Très très bien, parfait. Ben, merci beaucoup pour ton intervention, Selma. Là, je vais commencer par te poser une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Donc là, quel est votre constat en fait des métiers des ressources humaines en Algérie? Au fait, moi, je suis, on va dire, bon, contente, optimiste. Ok. Pourquoi? Parce que, bon, on commence à sentir du changement et c'est vraiment que du bonheur normalement. C'est-à-dire, on s'attend vraiment à une évolution. On commence à comprendre réellement la fonction RH parce que pendant des années, par exemple, on n'a pas donné, comment dire, réellement la vraie valeur, par exemple, au développement. Beaucoup, comment dire, ils englobent l'activité ressources humaines dans l'administration RH. Au fait, ça a été une fonction très froide. Et ce n'était pas du tout Oui. son rôle, très rigide. Quand on parle de la ressource humaine, on est là. Oui, généralement, on a des clichés. Le RH, il est Oui, rigide, c'est il ça. est très carré, Voilà, il n'est pas accessible. discipline, voilà, Oui, voilà, les contrats, etc. Au fait, vraiment, c'est. Et puis, comment dire, très fermé, très froid, voilà. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas d'interactivité et ce n'est pas. Ça ne donne pas réellement la vraie image. Et en plus, on pense que les ressources humaines, ce n'est que cette gestion-là. Et on ne donnait pas vraiment de la valeur à les activités du développement RH, la formation du personnel, développer son recrutement, comment dirais-je aussi, voilà, on parle de la mobilité, la gestion des talents. Et aujourd'hui, donc, il y a quelques années, c'est très récent, on commence à s'ouvrir à cela. Et franchement, je suis très contente de voir cette évolution. J'espère que ça va. Bien sûr, on a pris connaissance de cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'a pas le choix que de se mettre aux standards internationaux si on a envie, bien sûr, d'évoluer. Et exactement. voilà. Et pour répondre à cela, aujourd'hui, pour être compétitif, on est obligé d'être à la hauteur. Quand on voit les multinationales aujourd'hui, comment elles sont organisées, comment. Voilà. Je parle aussi, hein, c'est des standards internationaux. On est obligé de se mettre à ce niveau-là et donc de donner de la valeur réelle à la fonction RH. Aujourd'hui, les entreprises qui veulent vraiment donc évoluer et qui savent aussi, hein, ils ne le font pas rien que pour être compétitifs, mais ils savent aussi que c'est pour le bien-être de l'entreprise et pour son, comment dire, pour sa productivité réellement. Donc, au fait, on se réveille bien sur ce volet-là et on commence à repenser en Algérie la fonction RH. Voilà. On a de Très quoi bien, jouer. très très bien. Oui. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, justement, pour cela, en fait, la digitalisation accélérée due à la crise de la COVID-19, je pense qu'elle a été en faveur du développement des RH et des métiers des RH actuellement. Effectivement, effectivement. Pourquoi? Parce que on a senti la valeur ajoutée. Quand on parle des métiers, par exemple, comme le recrutement ou la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, maintenant on évolue vers le e-recrutement, on évolue vers le e-learning pour la formation, etc. Donc le développement, et on va s'appuyer, au fait, sur ces métiers-là, sur ce pôle-là, développement RH, pour pouvoir, on va dire, dans un premier temps, s'en sortir. Mais aussi, voilà, pour rester toujours présent, parce qu'on ne peut pas, même pour une entreprise, et on sait que c'est inévitablement, donc voilà, inévitable de passer par cela, et d'appuyer, bien sûr, d'associer la technologie donc avec le développement RH. Très, très bien, très, très bien. Donc, là, pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement intégrer l'un des métiers des RH, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme avantage d'être et d'évoluer dans les métiers des ressources humaines? Au fait, ce que je pourrais dire, c'est d'abord
l'expérience de l'humain. Franchement, c'est une expérience extraordinaire. Pourquoi? Parce on va découvrir beaucoup de choses, que ce soit dans la gestion, on va apprendre aussi, hein, que ce soit Au fait, la fonction RH, elle a tellement d'activités, de domaines et de possibilités d'évolution qu'on peut même rester au sein de cette fonction RH. Et on peut s'intéresser à l'administration, on veut toucher un petit peu de l'administration, on veut évoluer vers le développement RH. Au fait, ça dépendra aussi que de nous. Quelqu'un qui a envie d'apprendre et d'évoluer, il aura cette occasion-là quand il le fait aussi sentir. C'est-à-dire, on a un effort interne à faire soi-même, au fait, et de montrer notre volonté, notre motivation à vouloir faire, à vouloir apprendre. Et franchement, il y a beaucoup de choses. Donc, que ce soit au niveau Prenons l'exemple du développement. Le développement RH aujourd'hui, il s'enrichit. On parlait avant du recrutement-formation, aujourd'hui on parle de la mobilité, on parle de la gestion des talents, du climat social, au fait, et c'est vraiment des chantiers énormes à l'intérieur où il y a beaucoup, beaucoup à apprendre et ça forge, au fait. Je suis passée par là, donc je suis vraiment bien placée pour le dire. Toucher un petit peu à ces activités-là vous permettent d'accéder à des postes de responsabilité. Vous êtes apte à devenir manager, un directeur des ressources humaines qui réfléchit et qui met en place des stratégies et qui participe aussi à la mise en place aussi des objectifs stratégiques de l'entreprise, business aussi, c'est-à-dire les objectifs business de l'entreprise. Voilà. Donc, au fait, c'est vraiment une fonction qui vous propulse vers le haut. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Donc, Selma, merci encore de votre participation. Là, si vous permettez, nous allons passer aux questions que nous ont posées nos participants. Donc, je voulais justement commencer par la question de Mohamed Hamdawi. Qui émet malheureusement un constat assez amer. Donc, il dit, il n'y a plus de changement, tout marche avec le Ma'rifa. Il ne donne jamais la chance aux jeunes diplômés. Donc, on n'a pas de chance dans notre carrière de travail, on n'a pas des bras, on n'a pas de Ma'rifa. Donc, justement, qu'est-ce que vous avez à dire pour justement… Effectivement. Donc, sur ces deux points, qu'avez-vous à dire concernant le Ma'rifa dans tout ce qui est recrutement et développement de la carrière, une, et de deux, concernant le fait qu'on ne donne pas la chance aux jeunes diplômés. Donc, quelle est justement votre réponse à ça, vous qui êtes directrice des ressources humaines? Vous savez, peut-être qu'on va parler que de nous, mais je sais que ce n'est pas rien. J'aimerais répondre à cette question avec deux volets. Au fait, deux phases de ma vie. C'est-à-dire, étant demandeur, d'accord, passer par employtique en plus, hein, il y en a pour le dire. Voilà, étant demandeur et aussi recruteur par la suite. Je pense que celui qui est passé par ce chemin-là dur et il sait ce que c'est et qui il va être dans une position de management, un pouvoir et donc un recruteur, il va tout de suite sentir cette différence. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer on ne va pas faire les mêmes erreurs. En fait, de dire on a été face justement parfois à être refusé pour des postes, etc., parce que Kimar, Al-Ma'rifa, etc. Donc, nous, on ne va pas en fait du tout procéder de la sorte, mais plutôt favoriser la compétence et le niveau requis, par exemple, pour la formation. Si le poste est fait pour vous, on va recruter les personnes plutôt les compétences qui vont ouvrir l'accès à ce poste-là. Maintenant, on ne va pas, bien sûr, on vit en Algérie, on ne va pas éradiquer ce phénomène. Je ne vais pas dire que c'est un mythe, mais je pense que si on va faire des statistiques, je pense qu'il n'est pas dans la majorité. D'accord, Yasmine? C'est-à-dire que, étant moi-même passée par Emploatique, répondant à des annonces, j'ai été recrutée par des entreprises via Emploatique, je ne connais personne. J'ai été dans le recrutement pendant de longues années
Dieu sait combien de personnes j'ai recrutées, même si c'est une personne qui peut être imposée parfois hein, par la direction, elle ne fait pas 1% des centaines de personnes qu'on recrute. Vous voyez? C'est-à-dire oui, au fait, je pense que si on parle, comment dire, statistique, je pense qu'au contraire, on a vraiment beaucoup comment dire, de possibilités de postes et d'emploi et les entreprises recrutent franchement ouvertement, on va dire dans la transparence. Beaucoup de grands très groupes bien. dans la transparence, même s'il y a toujours cette partie-là, Mhm. d'accord, elle peut représenter peut-être un quart. Mais on est toujours obligé. Au fait, une entreprise, on ne peut pas axer tout son recrutement sur une ma'arifa, sinon on va, admettons, ces gens-là ne sont pas compétents. Si au moins il y avait de la compétence, on va dire soit. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas, par exemple, recruter tout le personnel d'une entreprise en se basant sur uniquement faire plaisir à X, à Y. Là, on n'est pas du tout dans un objectif comment dire, de rentabilité, de productivité, etc. Vous voyez, c'est-à-dire il y a le business de l'entreprise qui est en jeu. Donc, bien au contraire, vous avez des entreprises qui sont quand même dans la transparence. Et même s'il y a des cas comme ça qui existent, alhamdoulilah, Dieu merci, je sais que ça comment dire, ça ne représente pas la majorité. Voilà. Il faut juste rester Très, très bien. persévérant, il faut être sûr de soi, il faut avoir les bonnes compétences, il faut répondre aux bonnes annonces, avoir les bonnes compétences, c'est-à-dire requises quand il s'agit d'une annonce. Se montrer Mhm. que, voilà, je suis fait pour le poste. Il ne faut pas répondre à des annonces de manière aléatoire, mais plutôt répondre aux annonces qui conviennent à notre profil, avoir vraiment les compétences requises et se faire valoir, bien sûr, savoir les vendre au moment, bien sûr, vendre ses compétences au moment du recrutement et la confiance en soi. Voilà. Très bien, très bien. Là, justement, je voudrais évoquer le fait que on peut connaître dans tout notre entourage peut-être une, deux ou trois personnes maximum qui sont susceptibles peut-être de faire passer notre CV là où elle travaille. Mais si on attend que ces personnes-là, si on attend que ces personnes-là, je pense Non. qu'on restera 10 ans. Là, moi, je pense qu'un chercheur d'emploi doit diversifier ses sources pour trouver du travail. Je vais vous dire aussi, il faut Mhm. être persévérant. Il faut participer au salon d'emploi. Et Dieu sait que ça existe énormément, n'est-ce pas, Yasmine? Nous avons Oui, des oui, oui, oui. formes d'emploi. Il faut être présent. Personnellement, j'en ai vu. Aujourd'hui, je suis à l'ESA. On organise tellement de forums que je vois le nombre, au fait, de personnes qui sont recrutées à travers ces salons d'étudiants ou ces salons d'emploi et les primo-demandeurs. La deuxième chose, au fait, il faut viser des entreprises qui ont dans leur stratégie justement le recrutement des novices, donc les nouveaux diplômés. Et il y en a. Au fait, il faut. Ce que je veux dire derrière, on ne peut pas rester vraiment les bras croisés et de dire OK, je dépose mon CV et j'attends. Pas du tout. Il faut aller. Rester branché. Parce qu'aujourd'hui, les outils. Au fait, je pense que dans nos temps, je parle dans nos temps parce que c'était quand même les débuts des années 2000 ont été très difficiles. On Mhm. n'avait pas les mêmes outils. On n'est pas du tout à armes égales, hein, on va le dire. Pas d'outils technologiques, pas de réellement, c'est-à-dire qu'il Exactement. n'y avait pas tout ça. Pas de diversité de moyens hein, Tout à fait. pour pouvoir On faisait, accéder au marché de l'emploi. on faisait le porte-à-porte. Aujourd'hui, on a un Oui, clic. Je rentre sur le site web d'une entreprise. Il y a même le recrutement. Je peux envoyer mon CV directement, par exemple, directement à l'adresse communiquée, par exemple, sur l'onglet qui concerne le recrutement sur le site web d'une entreprise. Je peux consulter ses activités. Alors, maintenant, par exemple, les entreprises, suivez-les. Si vous êtes intéressé par un domaine précis, le BTP ou les télécoms, suivez les entreprises qui sont dans le domaine. Sur leur compte, aujourd'hui, toutes les entreprises sont présentes sur sur les réseaux sociaux. Oui, LinkedIn et compagnie, sur les Facebook, suivez donc leurs activités. Ça communique beaucoup. Dès que vous entendez, par exemple, il y a des participations à des salons, il y a des portes ouvertes aussi. Donc, il faut y aller, il faut exactement. se montrer et il faut être présent. Voilà.
Très, très bien, très, très bien. Donc là, j'ai aussi une autre question de Abdelghani Hamdawi aussi, qui nous dit dans les entretiens, les recruteurs posent souvent la question suivante. Quelle est la note que vous vous donnez à vous-même? Quelles sont les attentes de cette question et comment y répondre? Au fait, je vais commencer par dire mon avis. Franchement, malheureusement, parfois, il y a des questions qui sont, excusez-moi pour le mot, mais aberrantes. Déstabilisantes. Oui, Et on est en libre expression. exactement, oui, oui. Moi, je dirais, vous savez, bon, je vais répondre à cette question, mais d'abord, je dirais que moi, je donnerais libre expression à la personne pour dire, parlez-moi d'une expérience positive. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Vous voyez? Parce que là, la personne, elle va se libérer, elle va vraiment parler avec beaucoup d'aisance sur quelque chose qu'elle a réussi et qu'elle sait que et la personne, elle est sûre. Là, on met le candidat déjà à l'aise et il est en train de se mettre en confiance parce qu'il parle de quelque chose de positif qu'il a réussi et ici que c'est en sa faveur. Et en plus, on le découvre à travers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réussi. Très bien, vous avez été chef développement, chef de projet RH. Vous avez piloté des projets, citez-moi un. Comment ça a été? Comment vous l'avez réussi? Comment vous l'avez géré? Vous avez interagi avec qui? Vous voyez? Ça, c'est des questions qui vous donnent. Et en même temps que la personne parle, je suis aussi en train de l'analyser sur le savoir-être, pas rien que du savoir-faire. Par contre, donner une note. Au fait, moi, ce que je proposerais, c'est de contourner cette phrase intelligemment et pas de se noter. Voilà, il faut la contourner intelligemment pour dire, vous savez, s'auto-évaluer est un petit peu quand même très difficile, mais cependant, je sais que je suis quand même quelqu'un de, et on cite, voilà. Voilà, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de motivé, quelqu'un de voilà qui a quand même un bagage et je sais et je suis par exemple sûre que je vais apporter une valeur ajoutée à votre structure et à l'entreprise. Moi, Très, très bien. pour moi, je conseille plutôt de contourner et je pense que vous allez même mettre la personne au contraire face à elle, c'est-à-dire face à elle-même, pour dire que ça a été quand même une question un petit peu vide. Voilà. Exactement, exactement. Donc, merci justement pour votre réponse. J'ai une autre question de Nedjet Boukli qui nous dit sur quelle base vous choisissez les CV quand vous les triez, donc suite à une offre d'emploi. Quand vous recevez vos CV, sur quelle base vous les triez? Alors, je vais vous dire, le premier tri, il est toujours celui qui répond aux critères de base. Je vais vous dire. Si on va dire, on recherche quelqu'un, par exemple, qui a je ne sais pas, un bac plus 5 ou un master, voyez, c'est-à-dire, si on va citer un poste, si je cherche un RRH, je vais dire, voilà, on cherche quelqu'un qui a un master, par exemple, minimum 5 ans d'expérience, et qui a, par exemple, dans un premier temps, on cherche toujours, par exemple, quelqu'un qui a travaillé dans le même domaine. Si c'est par exemple, je suis une entreprise agroalimentaire. Au fait, on va toujours chercher des profils qui sont en adéquation avec le même domaine. Pourquoi? Parce qu'on sent toujours que la personne, elle connaît ce domaine-là. Et son intégration va être facile parce qu'elle connaît le métier. Quand vous recrutez, par exemple, un recruteur lui-même, d'accord? Dans le recrutement, Oui. par exemple, on va prendre un manager recrutement. Si on va recruter quelqu'un dans l'agroalimentaire, alors là, par exemple, le domaine le plus difficile quand on est en industrie, les métiers de l'industrie, quels que soient. Tout de suite, on a besoin de se dire, OK, c'est quelqu'un qui a été dans l'industrie, il connaît ce que ça veut dire. Donc, il va s'adapter, il saura. Vous voyez? Donc, au fait, tout de suite, on va trier déjà. Peut-être toujours, c'est un avantage d'être dans le même domaine. Après, ce n'est pas disqualifiant. C'est-à-dire que si vous êtes dans un autre domaine, mais vous avez une plus longue expérience, on peut privilégier. Et vous avez touché, par exemple, des domaines plus élargis dont on a besoin, vous allez peut-être être retenu plus que quelqu'un qui a fait, par exemple, 2 ou 3 ans dans le même domaine. Si je suis, par exemple, dans l'industrie. J'ai quelqu'un qui a un administrateur RH qui a, par exemple, on va dire, un master et qui a 3 ans dans le domaine industriel. Et j'ai quelqu'un, par exemple, qui a fait du développement.
il n'est pas directeur ressources humaines, mais il a touché au développement. Mais dans une entreprise, par exemple, plus grande, de taille peut-être, et qui a plusieurs filiales et qui a touché un petit peu à l'industrie, un petit peu comme ça, a plus de 10 ans d'expérience, ça va être peut-être, on penche plus vers ce CV-là que pour quelqu'un qui a comment dire, l'activité ou le domaine similaire d'entreprise. Mais déjà, dès le départ, au fait, ça va être, euh, au fait, l'offre qui va chez les orientés. C'est-à-dire, Mhm. parfois, on a des offres où on privilégie les novices. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté rémunération qui joue. On a besoin d'avoir, il y a un budget, on peut se permettre aussi derrière. Pourquoi? Parce que on a des managers coach. C'est-à-dire que le manager, il va vous dire, oui, c'est pour ça, pour répondre un petit peu tout à l'heure aussi à Mohamed, il faut être toujours voilà, à l'écoute et présent pour voir comment se font au fait, les annonces de recrutement, parce que beaucoup d'entreprises recrutent aussi des débutants. Pourquoi? Parce qu'il y a le manager, pour deux raisons. Donc, il y a la rémunération, parce qu'on commence en bas de l'échelle, et ensuite parce qu'on se repose sur un management qui coach. Donc, l'entreprise a le moyen d'encadrer cette personne qui est primo-demandeur et qui n'a pas d'expérience. Donc, elle peut l'encadrer, la coacher, l'accompagner dans l'accomplissement de ses tâches et dans l'apprentissage du métier également. Exact. Donc, pour revenir à ma réponse, donc je vais dire, il y a une première phase, un premier tri, un deuxième tri. Donc, le premier tri, on va vraiment respecter les critères. Si on nous demande quelqu'un qui a diplôme ceci, surtout pour des métiers techniques, voilà, un ingénieur en maintenance ou quelque chose comme ça, avec 3 ans d'expérience, avec ceci, cela, qui a déjà travaillé dans l'industrie, le premier tri va être ça. On va constituer une première shortlist. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas jeter aussi un coup d'œil sur toutes les, on ne va pas traiter tous les CV, ce n'est pas vrai. Donc, on va traiter vraiment tous les CV reçus et on va faire ensuite une deuxième shortlist qui va dire que, voilà, on va sélectionner des personnes, obligatoirement qui sont du même domaine, mais on va valoriser au fait l'expérience professionnelle de la personne, même dans un autre domaine, et son niveau de qualification. Il y a des gens qui ont fait des masters, des MBA, etc. Voilà, et qui sont très importants, surtout pour des postes de gestion et de management. Voilà. Et ensuite, très, très bien. Ça va être des entretiens. On va voir des deux côtés, et ensuite, on va se fixer sur le choix final. Très bien. Très bien, très bien. Et moi, j'ai aussi envie de répondre à Abdelghani Hamlaoui, qui nous dit que il y a pas beaucoup d'opportunités pour les primo-demandeurs. Moi, je vais lui donner les statistiques des offres d'emploi qui sont sur Emploitic. Donc, les offres d'emploi pour les jeunes diplômés représentent à peu près 30% du global des offres d'emploi qui sont affichées chez nous. Donc, il y a des opportunités pour les primo-demandeurs. Après, comme vous l'avez expliqué, Selma, il suffit de savoir bien valoriser ses compétences et ses acquis sur son CV, savoir se démarquer par rapport à d'autres candidats. Je dis aussi que la concurrence est rude sur le marché de l'emploi, vu qu'il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup de demandes d'emploi, donc de candidatures sur une seule offre d'emploi pour un seul poste. Hein. Donc, vous pouvez me le confirmer, Selma, vous avez l'habitude d'utiliser Emploitic pour le recrutement. Est-ce que vous pouvez nous dire pour une seule offre d'emploi, quelle est la moyenne à peu près de candidatures que vous recevez? Alors, globalement, des fois, ça dépasse les 1000 CV. Hein. Ça dépasse les 1000 CV. Oui, oui. Et en plus, en fait, ce que je voudrais rajouter, c'est que si vous voulez vous démarquer dans ces 1000 CV, faites une lettre de motivation intéressante qui se démarque. Personnalisée aux motivations du poste que l'entreprise offre. Voilà, décrivez-vous. Parlez de l'entreprise, si elle n'est pas anonyme, par exemple. Montrez votre motivation.
je parle déjà de mon vécu. Hein. Je ne vous donne pas, par exemple, comment dirais-je, juste comme ça, parce qu'on est en train de parler, je vous donne des conseils comme ça en l'air, mais je vous dis vraiment, franchement, des outils qui m'ont servi personnellement, et à d'autres avec moi aujourd'hui qui sont des directeurs voilà, d'entreprise et des DRH, etc. Voilà. Et on a commencé comme ça. Quand vous mettez une lettre de motivation et que vous décrivez l'entreprise, que vous êtes vraiment intéressé par cette entreprise, qu'on sent qu'il y a eu un travail aussi de recherche, que vous connaissez l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, ses objectifs, je ne sais pas. C'est-à-dire vous allez montrer que vous vous êtes renseigné et que vous êtes intéressé, vous suivez cette entreprise et que vous avez vraiment envie donc d'intégrer cette entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CV qui sont envoyés, par exemple, parce qu'on est aussi donc partenaire sur la plateforme d'Emploatic. Tous les CV sont sans lettre de motivation. Rares sont ceux qui sont avec une lettre de motivation. Mais très souvent, on les sélectionne avant tous les autres. Pourquoi? Parce qu'on valorise l'effort. On valorise l'effort et on valorise aussi parce que, au fait, dites-vous que c'est la première porte par laquelle on va ou la première fenêtre par laquelle on va vous découvrir. On va lire la lettre et on va essayer d'imaginer ce candidat, comment il réfléchit. Vous voyez, vous allez vous adresser franchement au subconscient de ce recruteur. Donc, il va lire les lignes et s'il est vraiment, tout de suite, il accroche, soyez sûr qu'il va mettre votre candidature, même pour des novices. Hein. Moi, personnellement, je l'ai fait. Je me dis, franchement, comment il écrit la personne, ça a un style, ça. Et attention, vous allez me dire, ah oui, on peut même copier, on peut même se faire écrire. Mais croyez-moi, on va tout de suite déceler ça lors de l'entrevue. Parce que c'est un travail derrière, enfin, c'est des outils de profiling. Ensuite, vous allez, dès que vous allez parler, on va sentir est-ce que c'est la personne qui a écrit ou pas. Yasmine va aussi m'appuyer sur ça. Parce oui, que oui, exactement. cette technique-là. Voilà. Mais ça va représenter votre personnalité. Décrivez-vous, faites une bonne lettre de motivation. Ça sert aussi à se distinguer. Voilà. Très bien, très bien, très bien. J'espère que Abd El-Ghani et aussi Najat ont eu une réponse à leur question. Excusez-moi Yasmine, il y a Adel Amor qui a écrit une question au fait comment rédiger une lettre de motivation bien présentée. Je pourrais rebondir sur sa question si tu me le permets. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors au fait, dans une lettre de motivation, il faut au fait joindre un petit peu, il faut titiller un petit peu le côté humain. Donc, on va rester professionnel. On va parler de notre, par exemple, comment dirais-je, de notre côté, par exemple, académique. Je suis flan, etc. Voilà, voilà. Vous pouvez dire aussi pourquoi vous avez choisi votre spécialité. Il faut vraiment mettre ce côté-là un petit peu, comment dire, ce côté humain et ce côté de motivation et de volonté. Donc, on va dire, voilà, je suis comme quelqu'un, par exemple, je suis diplômée en médecine, j'ai fait ça par exemple. Vous allez dire, oui, des études que j'ai choisies parce que vous allez montrer pourquoi vous avez, par exemple, aimé, par exemple, ce domaine-là que j'ai choisi. Récemment, par exemple, diplômée, j'ai fait pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas fait ou là, qui n'a pas d'expérience de travail, pour quelqu'un qui a une expérience, il va dire, voilà, j'ai fait 2 ans en tant que, vous allez parler de votre poste, vous allez parler aussi de ce que vous avez appris et ce que vous avez envie d'apprendre encore plus. Par exemple, j'ai géré par exemple le recrutement, j'ai fait ceci, cela, et franchement, par ce métier, j'ai appris, vous dites ce que vous avez appris, j'ai appris à, par exemple, à découvrir ce que savoir, les compétences, donc les hard skills et les soft skills, j'ai distingué ça et ça, et vous allez parler un petit peu et vous dites, et aujourd'hui, je suis vraiment, j'aspire à découvrir le monde de la gestion des talents, etc., etc. Vous voyez, vous montrez une motivation. Si c'est un poste, par exemple, qui va concerner la gestion des talents, vous allez dire aujourd'hui, je me sens prêt, j'ai envie d'apprendre ce domaine-là et d'accéder à ce poste-là. Et au sein de votre entreprise, si vous la connaissez, il faut donner l'image que, bien sûr, des informations que vous connaissez l'entreprise de l'intérieur un petit peu, ou le coup vous la suivez. S'il y a un événement, vous allez dire, voilà, ou par exemple, si l'entreprise a fêté ses 10 ans ou ses 15 ans, relevez cette information.
Par exemple, au début de la lettre de référence, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour les 15 ans de l'entreprise. Voilà, et vous allez donner, par exemple, de belles phrases pour dire ces réalisations parce que vous l'avez suivi. Et ça, c'est des Oui. informations, vous avez Google, vous avez l'Internet, vous pouvez tout avoir. Franchement, c'est des informations très simples. Tout le monde communique, tout le monde voilà, a ces Oui, comptes-là. le climat santé, les entreprises communiquent de plus en plus avec les internautes via les réseaux sociaux, via leur site. Oui, oui. Donc, vous avez parlé de marketing RH. Les entreprises, pour la plupart, l'ont adopté et communiquent énormément, que ce soit en fait, avec leurs futurs employés ou bien avec le monde en général. Vous savez, juste pour, on va dire, un petit peu, pas une anecdote, mais on va dire, toujours en revenant à mon expérience personnelle et avec mon équipe, c'est que Mhm. on reçoit par exemple des candidatures spontanées. Et généralement, on nous les ramène de la réception. Des personnes qui viennent déposer leur CV, carrément, parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail ou là, ils ne savent pas à qui envoyer. Ils se déplacent encore aux entreprises, ils déposent. Et parfois, ils nous ramènent vraiment un paquet, comme ça. Et Oui. croyez-moi, parfois, quand on lit certaines lettres, on prend le temps. Je vous le dis, moi, je parle de moi par conscience professionnelle et je parle de moi. Je ne sais pas comment font les autres, mais je sais qu'il y a beaucoup qui le font comme moi. Je traite toutes les demandes reçues. Que ce soit moi, que ce soit voilà, les membres de mon équipe. De toute façon, on traite les demandes qu'on reçoit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Oui. n'hésitez pas, allez-y. Ne dites pas que ça ne passe pas. Vous ne savez pas qui est derrière, vous savez, dans l'entreprise. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été comme moi, ou voilà. C'est-à-dire que votre CV va arriver. Donc, et au fait, certaines lettres de motivation, même des fois, on n'est même pas à la recherche de ce poste-là. Oui. Mais quand je lis la lettre de motivation, tout de suite, je vais vers mes collègues. Wallah, parfois, par exemple, ils sont dans le contrôle de gestion, je leur dis, Wallah, alors parce que déjà, j'appelle la personne et au moins, je lui fais l'entretien. Rien que pour l'effort, pour valoriser la personne. Oui, Selma. Voilà, pardon. Voilà. Donc, des fois, on convoque donc en entrevue la personne rien que pour valoriser au fait l'effort, parce qu'elle nous a intéressés rien que par sa lettre de motivation, par le CV bien sûr, et la lettre, elle était vraiment bien faite. Donc, surtout, elle est manuscrite. Ne tapez pas, jamais. Bon, bien sûr, même sur votre lettre de référence, vous allez me dire, on est sur Emploatique, on a un compte, etc. Moi, mon conseil, ne le faites pas, ne tapez pas votre lettre de motivation. Il faut De l'écrire toute façon, on a la possibilité de joindre des fichiers scanner. scannés Exact. à son compte, hein. Il y a Oui, des personnes qui joignent eux-mêmes leur diplôme, leur certification en postulant. Donc, c'est un très bon conseil, hein, Selma, que vous donnez. Donc, rédigez une lettre de motivation et manuscrit. manuscrite Voilà. exactement. Et puis, tâchez en fait qu'elle soit personnalisée par entreprise. Exact, ou bien écrite, propre, vraiment lisible. Déjà, rien Mhm. qu'à l'écriture, on va. Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment la première fenêtre qu'on ouvre sur la personne pour découvrir qui est derrière, qui se cache derrière cette lettre. Et très souvent, on fait des entretiens. Personnellement, je l'ai eu. Et on a pris même des novices, hein, comme ça, je le dis, hein, des primo-demandeurs, parce qu'on a vu des lettres donc, de motivation écrite, mais يكتبها لك شي واحد عنده 20 ans d'expérience, hein, pour vous dire. Mhm. Donc, au fait, ça fait partie aussi de la gestion des talents, de la recherche aussi des talents. C'est comme ça qu'on peut aussi comment dire, les déceler. Donc, au fait, on fait cet entretien et parfois, même si on n'a pas un poste là, je vais voir mon collègue, je lui dis, ou là, voilà, ou là, c'est un CV intéressant, prenez-le comme stagiaire. Vous voyez, Oui. prenez-le comme stagiaire. Et ensuite, mon deuxième conseil aussi, il ne faut pas, comment dire, كما يقول لك الواحد يتكبر على le travail, surtout les primo-demandeurs, quel que soit. Vous avez un stage, vous prenez-le. Vous avez un poste intérimaire, prenez-le. Un remplacement, un CDD, allez-y, Oui. foncez. C'est une première expérience. Il ne faut pas se dire non, non. Il ne faut pas avoir cet objectif. Mais ce que je dis moi, il faut mettre un pied. C'est tout. Essayez de faire ça et aussi ne focalisez pas sur la rémunération. Ce n'est Mhm. pas votre premier objectif. Croyez-moi, vous allez réussir comme ça.
pensez ah oui, et ne pensez pas tout le temps, je dois travailler dans mon domaine. Pas du tout. Oui. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire que vous êtes capable de tout faire, c'est-à-dire de travailler dans tous les domaines, d'apprendre, avoir des capacités, donc d'adaptation et d'apprentissage. Montrez que vous avez ces deux capacités, on vous prend en tant que primo-demandeur, parce que même s'il n'y a pas un poste qui est ouvert dans votre spécialité, on vous placera. Parce que c'est vraiment les deux compétences au départ requises pour les primo-demandeurs. Donc, la motivation, la capacité d'intégration d'apprentissage, d'être aussi dans n'importe quelle structure dans l'entreprise, mettez un pied. Je vais citer peut-être une expérience réelle, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. J'étais à un moment donné à la recherche d'une assistante à moi, une assistante RH, et qui est, au fait, j'avais besoin que cette assistante maîtrise donc l'Excel et qu'il fasse des reportings, des tableaux de bord. Donc, au fait, ma recherche, elle n'était pas, on va dire, fructueuse. Et je me suis dit, on m'avait conseillé, écoute, prends quelqu'un dans les finances, parce qu'il maîtrise, etc. Et franchement, j'étais étonnée qu'une candidate de Master 1, Finance, de Delhi Barahim, postule. Et je l'ai prise. C'est une personne, voilà, aucune expérience, elle était étudiante, elle a fait un Master 1. Je me suis dit, finance, ça veut dire qu'elle sait faire des tableaux, elle sait faire la... On apprend. Et j'étais prête à la coacher. Cette personne-là, je vais vous dire, elle est restée avec moi à peu près 2 ans, même pas 2 ans. Et il y a eu un poste ouvert en interne. Et je vais vous dire, le poste, quand il a été ouvert en interne dans la direction des finances, c'était pour un poste de cadre comptable. Et c'est le directeur financier comptabilité lui-même qui était venu m'en parler. Pourquoi? Parce qu'au fait, son travail s'est vu aussi à travers. Parce qu'on communique avec toutes les structures présentes. Voilà. Qui fait le travail? C'était Flana. Qui a fait le travail? C'était Flana. Et quand il a su là, on a fait, bien sûr, on a ouvert donc le recrutement en interne. Et cette personne-là, elle m'a dit, voilà, oui, j'ai envie d'évoluer et je ne l'ai pas retenu avec moi. Pourquoi? Parce que le poste assistant, maintenant, on laisse une place à quelqu'un d'autre. Toujours et toujours, un novice, un débutant. Et cette personne-là a vraiment évolué au sein de l'entreprise, le plus normalement du monde. Franchement, voilà, de cadre comptable à maintenant un département avec responsabilité, etc. Je voulais citer cet exemple vraiment parce que réel de réussite. Voilà, il faut être Exactement. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, justement, comme vous l'avez dit, vous lui avez fait confiance pour une première expérience et elle a prouvé justement ses capacités. Et justement, elle a été retenue pour un poste qui correspond à sa spécialité par la suite. Franchement, j'ai eu beaucoup de peine à me séparer d'elle, mais je ne pouvais pas me permettre d'être égoïste. Voilà, parce qu'on est là, les ressources humaines est là, c'est notre rôle de faire évoluer les gens, donc je ne pouvais pas, voilà, donc je ne pouvais pas faire autrement que de la laisser partir vers son avenir. Voilà. Très bien, très bien. Donc là, on avait aussi une question de Farah Hamadouche qui nous demande, dans le cas où il n'y a pas d'annonce de recrutement stage, est-ce qu'il est recommandé d'appeler l'entreprise ou juste d'envoyer son CV directement ou de se déplacer directement au niveau de l'entreprise? Au fait, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas la possibilité d'appeler, il faut appeler et ensuite envoyer. Si vous n'avez pas de contact, n'envoyez jamais un CV brut comme ça, c'est-à-dire simple tout seul. Envoyez une lettre de motivation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une demande jointe, exprimez-vous. Si vous n'avez pas la possibilité de rentrer en contact donc, et de parler à une personne, et même quand vous allez parler à une personne, vous allez dire voilà, voilà. Au fait, en général, on ne refoule jamais. On va vous dire envoyer, etc. On va vous donner une adresse, etc. Mais essayez d'accrocher la personne qui va lire votre CV par la lettre de motivation. Voilà, c'est mon conseil. Et un autre conseil, n'attendez pas au fait si vous êtes intéressé par une entreprise, essayez de les joindre directement, d'envoyer. La plupart aujourd'hui des entreprises ont cette case comment dire, de recrutement sur leur site web.
Donc, au fait, Exactement. voilà. Donc, essayez d'envoyer. Ensuite, essayez d'approcher les gens sur LinkedIn, par exemple. Et ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien, croyez-moi. Suivez les gens sur LinkedIn. Si vous êtes intéressé par une entreprise, essayez de suivre les cadres de cette entreprise, par exemple. Si la structure, par exemple, finance et comptabilité, je dis ça, hein, ou contrôle de gestion, ou ressources humaines, suivez ces managers sur LinkedIn. Vous pouvez leur écrire parce que très souvent, ils répondent. Même s'ils ne vont pas vous répondre directement pour vous offrir quelque chose, mais ils vont vous orienter. Ils vont vous dire, écrivez à cette personne. Et j'en ai retrouvé des personnes comme ça. Hein. Oui, oui, des gens qui sont venus, qui m'ont contacté sur LinkedIn en m'envoyant des messages bien écrits, polis, qui cherchent comme ça à être aidés. On consulte le CV et très souvent, on les oriente vers les structures concernées. Je l'envoie à un collègue pour lui dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, même en tous les cas pour les primo-demandeurs, et ça marche très bien. N'hésitez pas, foncez. Très bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup Selma pour toutes vos réponses, pour votre intervention qui était riche en informations et riche en conseils surtout. Donc je remercie également nos participants de nous avoir suivis durant cette session. Je remercie aussi notre sponsor depuis le mois de septembre, Danone Durdura Algérie. J'espère vous revoir très bientôt. Vous aussi, Selma, j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir pour un prochain webinaire. Je vous laisse le mot de la fin, Selma. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui, de répondre à vos questions. Franchement, je vous souhaite un bon courage dans votre recherche ou une très bonne évolution si vous êtes en poste et vous aspirez aussi à faire plus. Bon courage, bonne réussite, Inch'Allah. Et voilà. Donc, il faut rester motivé, s'accrocher et croire en soi. C'est très, très important. Et développez-vous. N'attendez jamais l'entreprise à ce qu'elle vous forme. Formez-vous si vous avez. C'est toujours un bon investissement. Ne dites pas que c'est, même si c'est de l'argent, faites-le. Participez à des webinaires, des formations gratuites. Soyez toujours présents et évoluez. Ne stagnez jamais. Voilà, c'est mon conseil. Très, très bien. Merci beaucoup pour vos précieux conseils, Selma. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à très, très bientôt dans un prochain webinaire. Salam, prenez soin de vous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.